Bonjour. Je vais présenter des choses en français, si ça vous convient. Do they have? OK. Je suis scientifique et je travaille sur la vision et la motricité oculaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment la motricité oculaire combinée avec l'intelligence artificielle peut même aider l'opticien à mieux choisir les lunettes pour les enfants ou les adultes. D'accord? Donc, on m'a demandé de vous faire surtout un exposé scientifique, mais vous pouvez m'interrompre ou lever la main si vous avez des questions et que vous ne comprenez pas. Donc, il faut que je sois très, voilà. OK, donc je vais d'abord vous faire une review, un sommaire des recherches qui existent. Depuis 40 ans, les chercheurs partout dans le monde font des recherches sur quel est l'impact de la correction optique au mouvement oculaire. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est le mouvement oculaire? Dans la vie de tous les jours, on fait tous les jours 150 000 mouvements oculaires. Des mouvements gauche-droite qui ont des saccades à haut en bas, des vergences, convergences, divergences, des réflexes vestibulo-oculaires, la poursuite. Nos yeux bougent continuellement. Et si les yeux ne bougent pas correctement, on devient presque aveugle, même si on a un bon nerf optique, etc. Donc la vision est dynamique. La motricité oculaire est indispensable. Donc, quand les yeux bougent, ce n'est pas un réflexe, c'est le cerveau à part entière qui s'active. Donc, le cerveau, les aires corticales, les sous-corticales, tout s'active. Donc, les mouvements oculaires, ça reflète comment le cerveau fonctionne. Et donc, ça nous donne des informations sur l'attention et la cognition de la personne. Les mouvements oculaires sont liés avec la nuque et le corps à part entière. C'est pour ça que les mouvements oculaires, ça aide aussi à stabiliser le corps et la posture. C'est multiples fonctions. D'accord? C'est clair jusqu'à là? Voilà. Maintenant, les mouvements oculaires et les lunettes. On sait depuis très longtemps que ça, c'est une interaction continue. Le verre optique qu'on porte va influencer les mouvements oculaires et il va influencer la vision. Donc tout ça, ça interagit tout le temps. Mouvement oculaire, vision et correction optique. Donc une bonne correction optique va avoir une bonne influence sur les mouvements oculaires. Une mauvaise correction optique va créer des problèmes. Alors, je vous résume un peu les recherches. C'était en 1990 qu'un professeur aux Pays-Bas qui était anisométrope. Il avait 3 dioptries de différence entre les deux yeux. Il a commencé à enregistrer les mouvements de ses yeux. Il portait des lunettes et il a vu que ses yeux, ça c'est un œil et l'autre œil, il a vu que ses yeux bougeaient différemment. Il y a un œil qui faisait un mouvement plus grand que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il portait des verres différents. Le verre qui a le plus négatif va avoir une image plus petite et donc le cerveau s'adapte et il apprend à faire des mouvements oculaires plus petits à l'œil qui a plus de verres les plus négatifs. Et intéressant, les gens qui portent ces lunettes, même quand ils enlèvent leurs lunettes, le cerveau continue à faire des mouvements oculaires différents. Donc le cerveau s'adapte complètement. Et moi, ça m'a inspiré ça. À l'époque, j'étais chercheuse au Collège de France et j'ai trouvé ces verres grossissants
de Essilor et j'ai mis un verre grossissant devant un œil et j'ai commencé à enregistrer le mouvement des yeux. Et je vois qu'immédiatement, l'œil qui porte le verre grossissant va me faire des mouvements plus grands. Immédiatement. Et l'autre, quand maintenant je cache l'autre œil, le cerveau continue à faire des mouvements plus grands pour l'autre œil, alors qu'il n'y a pas de disparité. D'accord? Donc ici, ça démontre qu'en effet, le cerveau a une capacité immédiate pour s'adapter à la correction optique. D'accord? À l'époque, on a fait une coopération avec Essilor qui nous a dit, c'est très bien tout ça, mais dans la vie de tous les jours, la plupart des gens ont des anisométropies petites, moins qu'une dioptrie. Est-ce que le cerveau va s'adapter pour ça ou il s'en fout? Et la réponse, donc on a fait des études avec elle qu'on a publiées, et la réponse c'est oui. Même si la différence entre les deux yeux, c'est une dioptrie ou moins, ça va provoquer immédiatement une adaptation. Donc la motricité va changer. Voilà. En même temps que nous, il y avait d'autres chercheurs optométristes en Californie qui étudiaient plutôt les verres progressifs. Parce que quand on porte un verre progressif avec les couloirs, le cerveau doit faire plein d'adaptations différentes pour les hauts, milieu, en bas. Est-ce que le cerveau humain peut faire ça? Ça, c'est très complexe. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que s'il faut s'adapter là et là différemment, le cerveau va s'adapter, mais il va y avoir une propagation pour les zones intermédiaires. Donc, on n'est pas parfaitement capable, le cerveau humain n'est pas parfaitement capable de faire des petites adaptations spécifiques à chaque position du regard. D'où la difficulté particulière du verre progressif qu'il faut tenir en compte pour les personnes plus âgées. D'accord? Alors, d'autres recherches encore. Vous savez, on bouge tout le temps la tête. Ça, c'est un réflexe vestibulo-oculaire qui est très important. Et donc, normalement, quand je tourne la tête à droite, les yeux doivent tourner à gauche de la même façon. Donc, il y a un rapport entre le mouvement des yeux et le mouvement de la tête qui doit être égal pour avoir un rapport d'unité. Alors, il s'avère que les gens qui ont une myopie et qui portent des lunettes myopes, même dans les noirs, le rapport yeux et tête est beaucoup plus bas que ceux qui sont hypermétropes. Vous voyez, même les réflexes de base oculaire, réflexes vestibulo-oculaires, ils s'adaptent à la correction optique que vous portez. Voilà, donc ça c'est... la dernière chose qui est quand même très importante, comment la correction optique va aussi agir immédiatement sur la cognition. Alors, avec François Daniel, qui a fait son doctorat avec moi et qui maintenant travaille chez Essilor, on a fait des expériences où on a mis des verres sphériques qui n'étaient pas les beaux, exprès chez des cobayes, d'accord? On les a mis des verres sphériques qui n'étaient pas appropriés pour créer un conflit entre la vision et l'accommodation. Et on leur demandait de faire ces tests-là, qui s'appelle test Stroop. Alors, je vous écoute. Donc, il faut pas lire les mots, il faut donner la couleur. Allez-y. Plus fort. Voilà, c'est un test neurologique d'or. Et ces tests, si maintenant vous mettez des verres optiques qui ne sont pas appropriés, ça va vous ralentir encore plus. Et c'est ce qui se passe même aux étudiants tout jeunes. Si on leur met des lunettes de correction optique inappropriées, ça va ralentir les cognitifs. Pourquoi? Parce que si on ne voit pas bien, le cerveau doit essayer de résoudre les problèmes avec le mouvement oculaire et ça interfère avec le cognitif et l'attention. Voilà.
Donc, les messages qu'on peut tirer de là, c'est que toutes ces recherches par les neuroscientifiques, ça montre que les mouvements oculaires peuvent refléter immédiatement si la correction optique est bonne ou pas. Par conséquent, on peut utiliser les mouvements oculaires pour mieux décider quelle est la correction optique qu'il faut faire. N'est-ce pas? C'est logique. Seulement, il faut trouver les moyens pour enregistrer ces mouvements oculaires et les analyser de façon facile. Et c'est là où moi, en tant que chercheuse, je suis devenue après inventrice de méthodes. Et après, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Aurasis pour vous apporter la technologie de capture et de l'analyse des mouvements oculaires dans votre pratique. D'accord? Alors, je vous montre un peu qu'est-ce que c'est cette technologie. Alors, c'est une technologie complète avec un grand plateau où on affiche des diodes. Et donc là, il va regarder loin, près, à droite, à gauche, dans les 3 dimensions. Et en même temps, on va mettre des lunettes spéciales qu'on appelle ça. D'accord? Qui va capter les mouvements oculaires. Et ces mouvements oculaires, on va les envoyer dans notre plateforme sur le cloud. Ils vont être analysés et vous allez recevoir immédiatement les rapports. D'accord? Voilà. Je vais passer. Voilà. Donc, c'est une technologie complète qui s'adresse aux orthoptistes, aux ophtalmos, aux opticiens et aux neurologues. Elle fait beaucoup de choses. D'accord? Et je vais vous parler plus de ça. Donc ça, c'est les données qui vont dans le cloud pour être analysées. Alors, par exemple, les orthoptistes peuvent mesurer la vergence. Là, c'est la convergence des yeux pour une personne qui a des verres de myopie. La convergence et la divergence. Quand il porte sans ses lunettes, et là, c'est quand il porte ses lunettes. Est-ce que vous pensez que les lunettes qu'il porte sont bonnes? Bon, on voit que porter les lunettes, ça augmente la réponse, mais c'est très variable, c'est pas très beau. Donc, je ne suis pas sûre qu'il était très bien corrigé, ces garçons. Maintenant, cette technologie donc, qui a été utilisée beaucoup maintenant par les orthoptistes et ophtalmos, on l'a aussi utilisée pour aller dans les écoles et faire un dépistage des troubles oculomoteurs chez les enfants, en dépit de leur scolarité. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en France, il y a 2 millions d'enfants qui sont confrontés aux troubles des apprentissages. Et on sait qu'en Europe, il y a 12 millions, aux États-Unis, 15 millions. Et on sait, via les recherches neuroscientifiques, que très souvent, les enfants qui ont des troubles scolaires, ils ont des troubles de la motricité oculaire. D'accord? Parce qu'en fait, rien si on prend la lecture, faire de la lecture, c'est assez compliqué, parce que le cerveau, pour bien lire, doit apprendre, le cerveau de l'enfant, à stabiliser la tête et à bouger très bien les yeux ensemble, les 2 yeux ensemble. Il faut que les 2 yeux fassent exactement le même mouvement pour fusionner sur la même lettre. Or, ça, c'est très difficile à apprendre. On sait que c'est une capacité qui se développe très lentement avec l'âge. Il faut attendre jusqu'à 12 ans pour qu'on apprenne à faire ça correctement. D'accord? Et aujourd'hui, les enfants qui sont très exposés aux écrans, ils sont encore plus lents pour apprendre ça. Il y a beaucoup d'enfants, presque 30%, qui n'arrivent pas à maturer cette capacité
Et je vous dirai plus sur ça après. D'accord? Et donc, avec notre technologie, les neurologues et les orthoptistes peuvent très bien tester les mouvements oculaires d'évergence, des saccades et les mouvements oculaires pendant la lecture et voir si c'est normal ou anormal et faire un diagnostic si l'enfant qui a des troubles scolaires, il a des troubles parce que ses mouvements de yeux ne sont pas corrects. Vous voyez ici quelqu'un de normal et là vous voyez la normale, ça se voit, non? Même si ça c'est les saccades, ça c'est un enfant avec trouble d'attention, ça part dans tous les sens, on les voit. Et le tracé des yeux pendant la lecture, il n'est pas bon non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va diagnostiquer les problèmes, mais il faut les réparer aussi. Et on peut les réparer parce que dans cette technologie, il y a une tablette, il y a un protocole spécifique qui peut entraîner les mouvements oculaires dans l'espace, surtout l'évergence et l'accommodation. Et ça se fait avec une méthode scientifique qui est très efficace et que même au bout de 4 séances d'entraînement, vous avez des améliorations. Et c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on fait. Alors vous voyez, là c'est un enfant dyslexique, ses mouvements étaient comme ça. Et après quelques séances d'entraînement, c'est devenu comme ça. Et il a récupéré au niveau de la lecture. La lecture s'est améliorée. Il est passé de 74 mots par minute à 90 mots par minute. Donc, améliorer les mouvements oculaires améliore la lecture. D'accord? Pourquoi? Parce que la lecture commence par les mouvements oculaires pour capter les mots et les lettres. N'est-ce pas? OK. Alors, justement, on a pour l'instant plus que 5000 enfants qui ont été testés avec cette méthode par les neurologues et les orthoptistes. Et ils ont trouvé que beaucoup d'enfants, quand ils arrivent chez eux, ils ont un problème qu'on appelle héminégligence. Vous savez, quand vous avez si vous avez une AVC, je ne vous le souhaite pas, mais souvent les patients qui ont une AVC, ils développent ce qu'on appelle une héminégligence attentionnelle, c'est-à-dire, alors que les nerfs optiques marchent, etc., ils ne vont pas regarder du tout d'un côté. Ils vont manger leur assiette, vont manger la moitié, ils ne mangent pas l'autre. Alors, dans les tests qu'on fait pour les enfants, on fait un test de saccade qui consiste à regarder gauche, droite, mais de façon imprédictible. Et vous voyez ici les enfants qui regardent à gauche et ils ne regardent pas à droite. Ils se comportent comme s'ils étaient négligents, patients AVC, alors que leur cerveau n'est pas atteint. Donc, qu'est-ce qu'il fait après? Il prend la tablette, il fait un entraînement à 4 séances et il obtient ça, c'est-à-dire il y a une récupération. Donc, la technologie dans les mains de ces professionnels de santé neurovisuels et cognitifs permet à la fois de diagnostiquer les problèmes et de les rééduquer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait donc à l'école? Donc, on a convaincu dans les Yvelines le département pour faire un dépistage, c'est 400 enfants. C'était en grande section maternelle, CP et C1. D'accord? Vous voyez comment on a la tablette à basse, l'enfant est là, et on va enregistrer ses yeux pendant qu'il fait les mouvements oculaires. Vous voyez ses yeux, là qu'il suit les cibles, etc. Donc, vous voyez là les résultats. Ça, c'est quand il faut suivre les diodes une après l'autre. Là, c'est un enfant qui les suit bien et on voit les lignes. On voit bien les tracés des yeux. Et là, c'est l'autre enfant qui fait n'importe quoi. Pourtant, c'est facile. C'est juste aller fixer de gauche à droite, etc. Donc, vous voyez une différence flagrante qui est sans doute liée à la maturité attentionnelle de l'enfant qui est plus ou moins bonne. Là, vous voyez, donc là, vous voyez comment ça se passe. De façon aléatoire, on allume à droite, on allume à gauche. Et vous voyez la gamine
qu'elle réagit bien, ses yeux. Elle regarde gauche, droite, avec un temps de réaction normale, sans problème. OK. Alors que ici, ces garçons, vous allez les voir en envers maintenant. Lui, il regarde aussi, mais il regarde du côté droit, il ne regarde pas du côté gauche. Donc, on a un trouble attentionnel. Donc, sur la base de ces tests-là, nous faisons beaucoup de tests. Nous allons calculer les indicateurs de la performance physiologique, cognitive, attentionnelle et visio-motrice des enfants. C'est-à-dire, on va calculer la capacité de l'enfant, de la coordination motrice fine des deux yeux. On va calculer la fluctuation attentionnelle, son temps de réaction, si c'est stable ou si ça fluctue. On va calculer la négligence attentionnelle. On va calculer la précision des mouvements. Et on va calculer la stabilité oculocéphalique. Est-ce qu'il contrôle bien la tête et les yeux ensemble? OK. Et on va les montrer, pas seulement avec les chiffres, mais avec une jolie araignée là. Et quand vous êtes, ça c'est les défauts qu'on peut avoir, parce que la physiologie humaine, elle n'est pas parfaite. Donc on peut avoir des défauts. Des défauts sont permis, mais il faut que ça soit petit. Donc si l'orange qui correspond à l'enfant dépasse ces carrés au centre, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Voilà les résultats. Et là, on va prendre le temps pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. Donc, on a fait avec une orthoptiste une évaluation visuelle. Donc, l'orthoptiste, sur les mêmes enfants, l'orthoptiste faisait les tests de l'acuité visuelle, les tests de stéréovision, et puis avec un autoréfractomètre, elle évaluait la métropie possible des enfants. Alors, ce qu'on trouve, c'est que pour la grande section maternelle, 43% des enfants doivent voir ou revoir l'ophtalmo. C'est un âge très complexe, c'est 6 ans à peu près, où l'enfant, la métropie commence à basculer d'une petite hypermétropie vers la myopie, et c'est très difficile même pour l'ophtalmo de cerner quel est le problème et comment il faut le corriger. D'accord? Donc 43 pour des enfants ont besoin. Puis après en CP à C1, retourner voir l'ophtalmo, c'est moins. Voilà. Au total, on a plus que 30% des enfants en CP qui portent déjà des lunettes. D'accord? Ça veut dire qu'on devient plus ou moins comme les Asiatiques bientôt. Plus que la moitié des enfants vont avoir des... voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi cette analyse-là avec notre tablette qui teste pas seulement les visuels, mais aussi les moteurs et l'attentionnel. Et c'est là où c'est inquiétant. Parce qu'en grande section maternelle, c'est foutu. Il y a 71% des enfants qui sont complètement immatures au niveau visuo-attentionnel, d'accord? Au point où on a abandonné, on dit on va le laisser mûrir parce que c'est beaucoup trop tôt, quoi. Et en CP et en C1, où quand même ils commencent à apprendre la lecture, ben, ils sont la moitié des enfants qui ne sont pas encore matures. Il y a la moitié qui sont matures, qui savent bouger les yeux, qui savent stabiliser la tête, et la moitié qui ne sont pas matures. C'est quand même grave. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Et qu'il maintenant, on était très contents que le département nous a financé pour faire ce dépistage. Mais maintenant, au-delà du dépistage, il faut faire de la prévention. Et la prévention, on peut le faire puisqu'on peut aller dans l'école et injecter 4 séances. 4 séances, c'est rien du tout. Et ça devrait... Voilà. Alors, une autre chose qui est très importante... Ah oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé dans l'école et on a demandé aux institutrices, dans les CP et les C1, de faire une évaluation de l'acquisition de la lecture chez l'enfant.
Est-ce que A, ça veut dire bien acquis, la lecture a été bien acquise, et B, ça veut dire que problème avec l'acquisition de lecture. Et donc, on a la note de l'institutrice, et de l'autre côté, on a l'intelligence artificielle et les mouvements oculaires, d'accord? Et on développe des algorithmes pour voir si l'intelligence artificielle avec les mouvements oculaires va prédire la note que l'institutrice a mise. Et la réponse, c'est oui. Il y avait une concordance 83%. Ça veut dire que les mouvements oculaires lui-même reflètent le niveau d'acquisition de la lecture comme il est évalué par l'instituteur. Donc, pas seulement les mouvements oculaires reflètent une pathologie, mais même en prévention, en pronostic, on peut l'utiliser pour voir que si un enfant il a des mouvements oculaires qui sont immatures, il va développer des troubles et donc il faut agir avant que les troubles s'installent. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, pourquoi ces problèmes chez les enfants d'aujourd'hui? Je pense vraiment qu'il y a aussi un gros problème à cause des écrans. L'usage des écrans, c'est très néfaste. On a fait un questionnaire dans l'école en posant la question combien d'heures vous regardez des vidéos à la maison ou des trucs. Et on a eu des réponses très gentilles. Pas du tout, seulement le week-end, quelques minutes mercredi. Qui va croire ça? Alors, puisque en tant que chercheur, je ne crois pas, j'ai enregistré qu'est-ce qui se passe quand on regarde une vidéo. Donc là, vous regardez, j'ai filmé un enfant dans le métro. Naturellement, un enfant dans le métro, il va bouger la tête, les yeux, aller regarder, capter les informations et les yeux bougent tout le temps. C'est ça le naturel et c'est ça qui permet de maturer le système visuomoteur. Et c'était magnifique, je n'ai pas l'autorisation, c'est clandestinement que j'ai filmé ça. Voilà. Maintenant, en arrivant à l'école, j'ai filmé, je mettais une vidéo de l'enfant qui regardait et j'ai filmé ses yeux pendant qu'il regardait la vidéo. Et la réponse est consternante parce que, je ne sais pas, on ne peut pas voir les films malheureusement, mais ce qu'on a enregistré, c'est que son regard était presque hypnotisé. Il regardait au centre et ses yeux bougeaient très très peu. Donc, quand on regarde une vidéo, vous ne croyez pas que nos yeux se baladent. On est là, on absorbe passivement, surtout au centre. Et donc, moins on bouge, moins l'attention s'active, moins la cognition, et donc on devient passif et ça alterne le développement moteur, visuel et attentionnel de l'enfant. Mais il faut montrer les tracés pour qu'on soit convaincu, même aux enfants eux-mêmes, ils vont comprendre mieux plutôt que de leur dire « regardez pas les écrans, c'est mauvais pour vous ». Il faut leur montrer ça pour qu'ils comprennent pourquoi c'est mauvais. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, il faut vraiment éviter les écrans pour de vrai. C'est facile à dire, mais il faut vraiment que ça rentre dans la conscience des parents et qu'il faut éviter ça. Il faut utiliser nos innovations pour détecter les problèmes. En même temps, il ne faut pas dramatiser parce qu'aujourd'hui, on a une pandémie des troubles des apprentissages et 10. Normalement, la dyslexie, c'est que 6% de la population, mais aujourd'hui, on parle de 30-40% des enfants qui ont des problèmes. Ce n'est pas une vraie dyslexie, c'est des problèmes visuomoteurs comme ça qu'on peut résoudre avec un entraînement préventif ou pas, comme je l'ai dit, parce qu'entraîner les mouvements oculaires, ça fait du bien à tout le monde, y compris aux athlètes. Actuellement, nous avons à la université sportive, les athlètes, on va les faire des entraînements de mouvements oculaires pour aller encore plus loin. D'accord? Donc, mais il faut quand même qu'en tant que professionnel de la santé visuelle, que vous changez tous les paradigmes dans votre tête.
La vision n'est pas statique, la vision est dynamique et il faut continuellement tenir en compte les mouvements oculaires. C'est incontournable. On ne peut plus maintenant aller examiner sa vue et décider quelles lunettes on va mettre en demandant fixer. Ça ne veut rien dire. Parce qu'on ne fixe pas dans la vie, on bouge tout le temps. Et l'analyse du mouvement oculaire, c'est très important pour comprendre comment on voit. Donc, il faut abolir la fixation et passer au mouvement, la vision dynamique. Je suis radicale, mais c'est exprès. Alors, qu'est-ce qu'on peut maintenant offrir aux opticiens? C'est important. Vous pouvez, on a une application spécifique pour vous. Vous voyez, il suffit de mettre les lunettes et vous enregistrez, vous mettez vos verres de correction, vos verres d'essai, avant de décider quelle correction optique vous allez donner à ces enfants. Vous les testez, vous leur demandez de lire 3 lignes de texte avec ça. Et vous enregistrez les regards. Et vous voyez après quelle est la meilleure correction. Vous pouvez mettre ça soit avec les verres d'essai, soit derrière votre réfractomètre. Là, je ne sais pas pourquoi, voilà. Ça aussi. Vous pouvez tout faire. Ça prendra 1 minute, pas plus. 1 minute pour enregistrer, avoir votre araignée de performance et décider quelle est la meilleure lunette pour la personne que vous voyez. Alors, je vous montre. Donc, ça s'appelle ARIA, Eye Movement Acuity, voilà, cette chose. Voilà, ok. Voilà. Donc, avec cette méthode-là, vous pouvez, parce que vous allez enregistrer les yeux, vous allez avoir un accéléromètre sur la tête et vous pouvez aussi voir si la tête bouge ou pas. Donc, vous pouvez répondre à la question, est-ce que la personne est céphalonote ou visionote? Vous vous rappelez, en 2005, Essilor a mis en place un boîtier dans les magasins. Là, on peut aller plus loin. C'est important de voir si la personne lit en bougeant la tête comme un pigeon ou s'il est capable de stabiliser la tête et faire une bonne exploration du texte. Est-ce que quand vous lisez, vous êtes confortable ou pas avec ces lunettes? Ok. Donc, en tant qu'opticien, vous captez les mouvements oculaires de l'enfant et vous pouvez customiser, ajuster les lunettes plus précisément et plus fonctionnellement pour votre patient, votre client. Pour les enfants, ça peut contribuer à mieux apprendre. Et pour les adultes qui ont les verres correctifs progressifs, avoir des verres pour ne pas tomber, ne pas chuter. L'équilibre, c'est très important. Alors, et vous allez avoir, vous faites l'enregistrement 1 minute, et vous allez avoir votre araignée. Les résultats, graphiquement tout de suite là, vous allez avoir l'attention, la précision des mouvements, etc. Donc c'est ça la solution qu'on vous propose. Quelques minutes, enregistrement, et vous décidez. Et je vous montre un résultat. Un enfant qui portait avant, l'ophtalmo avait prescrit une correction optique de plus 0,5 à l'œil gauche et plus 1 à l'œil droit. D'accord? Et l'orthoptiste n'est pas d'accord avec la correction optique de l'ophtalmo. Elle prétendait qu'il faut mettre plus 0,75 aux 2 yeux. D'accord? Mais entre orthoptiste et ophtalmo, c'est l'ophtalmo qui a raison. Mais là, l'orthoptiste a eu la possibilité d'enregistrer les mouvements oculaires. Et elle fait ce tracé que vous voyez ici avec la correction d'ophtalmo. Et là, c'est avec la correction d'orthoptiste. Lequel vous paraît plus harmonieux, ça ou ça? Voilà. OK. On voit tout de suite qu'elle est tracée 3 lignes de parcours de texte
ces plis harmonieux là, l'orthoptiste envoie ça à l'ophtalmo et l'ophtalmo dit ok, pas de problème. Donc c'est ça que ça pourra être une révolution dans le métier d'opticien, de pouvoir faire 1 minute d'enregistrement, de voir lui-même lequel est meilleur, et si nécessaire, voir avec l'ophtalmo. Mais déjà, avant, pendant la phase de verre d'essai, on pourrait très bien... voilà. Donc, si vous voulez voir plus ça, nous avons un stand, je serai ici demain, aujourd'hui et demain. C'est le stand de Horace Isier. Vous pouvez prendre le QR code. Venez nous voir et on va tester immédiatement comment vous fonctionnez avec vos lunettes, si vos lunettes sont bien ajustées ou pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Voilà, donc, vous pouvez voir comme ça. Voilà. Donc, vous voyez comment ça se passe là. Là, c'est quand on teste divergence, les yeux convergent, divergent. Et vous voyez les tracés des yeux en même temps. Et les tracés, là, voilà, là, vous voyez les résultats tout de suite. Il y a des chiffres aussi. Là, vous voyez les saccades gauche, droite. Voilà, et tout ça. Donc, maintenant, je suis à votre disposition pour des questions ou des commentaires et surtout, venez nous voir, ok? Oui, venez un peu, parler fort parce que je suis un peu sourde. Comment? Comment améliorer le mouvement oculaire chez les enfants ayant des paralysés ankylomotristes Ah oui. dans le cas de syndrome de Brown? Ok, c'est une bonne question. Comment améliorer les mouvements oculaires chez des enfants qui ont une paralysie cérébrale, c'est ça? Voilà, c'est très bon. On a utilisé cette technologie dans les associations avec des enfants EMC. Il y a toujours un potentiel de neuroplasticité des mouvements oculaires. Il faut les stimuler avec cette tablette où on leur fait montrer des diodes gauche-droite, mais avec du son. On améliore tous les mouvements gauche-droite, la profondeur, la verticale et tout, avec les deux yeux. Souvent, avec les enfants IMC, il y a beaucoup de problèmes de binocularité, mais il faut stimuler toujours avec les deux yeux parce que c'est très important pour avoir une vision périphérique au moins. Voilà. Donc, la neuroplasticité oculomotrice, elle est présente chez tout le monde. Et donc, c'est un bon moyen aussi pour les renforcer. Voilà. D'autres questions? Vous, monsieur, vous êtes opticien, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Et vous êtes quoi? Comment? Oh, c'était... Comment? Je suis lourde. Retraité. Ah, retraité. C'est pas un métier, retraité. D'accord, parce que vous aviez une écoute très attentive, donc... Mais vous faisiez quoi avant? Vous n'êtes pas dans l'optique. OK. Voilà, donc les messages, c'est simple. Notre vision est dynamique et il faut vraiment qu'on intègre ça maintenant dans notre pratique, dans tous les professionnels de la santé visuelle, ophtalmo, orthoptistes, optométristes et opticiens. Et j'ai eu des échanges avec les opticiens. Il y a de la marge dans les magasins d'optique d'aller plus loin dans votre travail de est-ce que le verre est bien adapté pour mon patient, comment je peux ajuster le mieux possible le verre à mon patient. Et utiliser les mouvements de l'œil, ça vous donne beaucoup plus d'informations que juste lui demander ça ou ça. Vous êtes convaincu? Voilà. Pour les plantages de verre progressifs, c'est très important le mouvement de l'œil. Ah, ça, c'est très important, ça. Pour le portage de verre progressif, il suffit de prendre ça et demander à la personne de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, de fixer les lettres, par exemple. Si on voit que la personne commence à faire ça, et la tête bouge tout le temps, mais c'est pas beau, quoi.
Si on a un beau couloir et s'il y a une adaptation immédiate, la personne sera capable de bouger les yeux sans trop bouger la tête. Donc c'est très simple. Donc avoir ça, et l'accéléromètre sur la tête, dans les magasins, ben, ça vous donne tout de suite l'information. Ben, c'est-à-dire, c'est à vous de voir. Vous pouvez le mettre avant de décider, parce que dans les verres progressifs aussi, il y a la question de géométrie des verres et tout ça. Les personnes aussi avec basse vision et tout ça, il y a plein de questions où vous pouvez utiliser ça pour décider et explorer quelle sera la meilleure configuration pour votre patient. Si on prend aussi les déficients visuels qui sont chez eux avec les loupes, etc., pour voir comment ils se comportent, ça vous permet de mieux les suivre. Alors, cet appareil, c'est l'appareil, c'est le eye tracker, connecté avec la plateforme d'analyse qui vous donne les araignées, voilà. Et tout ça, c'est pas trop cher, ça coûte, je sais pas quoi, 7000 € au TTC. Et vous avez donc ensuite une licence pour accéder au logiciel et avoir l'analyse, et vous avez une formation immédiate, etc. Ah, oui, mais la formation, on peut le faire même à distance. Hein. Vous êtes où, vous? Oui, voilà, donc ça peut se faire même à distance sans problème. Donc on vous envoie les eye trackers, on prend rendez-vous et on fait votre formation à distance. Voilà. C'est bon? Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Merci.